René de Obaldia, merci d'être présent sur ce plateau de Thé au Café. Les Molières, c'est demain. On évoquera, vous avez reçu d'ailleurs un Molière d'honneur, notamment, n'est-ce pas? Oui. Et puis il y en a un qui a été nommé là 7 fois pour la pièce Edmond. C'est Alexis Michalik qui est sur le plateau de Thé au Café. Il va venir nous rejoindre tout à l'heure. Oui. Tout d'abord, merci vraiment d'être là parce que voilà, je sais que vous êtes assez peu habitué en fait au plateau. C'est un peu fatigant en plus les plateaux de télé. Hein. Non, mais il faut peut-être te dire tout de suite, je suis arrivé à un âge quelque peu avancé puisque je vais avoir bientôt mes 99 ans. Mais il fut un temps quand même où je fréquentais assez les plateaux de télévision. Notamment celui de Bernard Pivot. Mais bien sûr, plusieurs fois. Quand on avance en âge, est-il vrai que l'enfance émerge, les souvenirs d'enfance ressurgissent? Alors, le phénomène, quand on avance en âge, c'est que des anciens souvenirs, des choses qui semblaient enfouies, reviennent à l'esprit, effectivement, et des choses tout à fait immédiates, comme ça, on les oublie. Mais l'enfance, oui, mais pas nécessairement l'enfance. Des épisodes entiers de choses que l'on croyait oubliées, enfouies, comme on dit, enfouies dans la mémoire. Est-ce que les photos aident? Oui. Alors ça, il paraît que c'est moi. Absolument. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. C'est pas flagrant. Enfant boudeur. D'autant que vous avez failli ne jamais voir le jour. C'est exact. Oui, parce que, bon, ma pauvre mère c'était un cauchemar très difficile, et effectivement, et moi-même j'étais couvert de plaies, de différentes choses. Enfin, je suis venu au monde d'une manière difficile, et le médecin m'avait donné effectivement 48 heures pour vivre. Elle ne vous désirait pas, votre mère? Alors écoutez, tout ça est un peu délicat à dire, mais c'était le même qui m'a dit que, vu des circonstances douloureuses avec mon père, effectivement, ne me désirait pas. Donc, disons une chose très simple, si il y avait eu la pilule à cette époque, je ne serais pas devant vous. Ça prête à réflexion quand même. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais enfin, donc, moi, j'ai persévéré dans mon essence, si je peux dire. Voilà. Est-ce que vous savez, il y a Jules Renard qui dit « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». Oui. Vous auriez préféré, vous, l'être? Non, pas du tout. C'était un mot de Jules Renard que j'aime beaucoup. Je l'ai mis dans mes perles de vie parce que, effectivement, c'est très amusant. Hein. Et en même temps, il y a une justesse pour certaines familles, bien sûr. Mais autrement, non, pas du tout. Alors, Picard par votre mère, Panaméen par votre père, une grande famille, puisque le nom de Obaldia est très réputé au Panama. Pourquoi? Tout simplement parce que mon arrière-grand-oncle a été le premier président de la République du Panama, élu au suffrage universel. Et puis ensuite, tous les Obaldia ont été fameux, comme on dit. J'ai un aïeul aussi qui s'est comporté comme un héros à la guerre des 100 jours, à la guerre des 100 jours. Et alors, une chose très étonnante, c'était un héros. Il entraînait tous ses camarades en France, enfin, extraordinaire, mais il avait une peur des souris. Une peur forte. Une phobie. Oui, une peur des souris. Et donc, il mettait un revolver sous son oreiller pour pouvoir tirer à la rigueur sur une souris qui pouvait advenir. Donc, c'est très étonnant, ce héros qui avait peur des souris. C'est paradoxal, oui. Mais oui. Vous n'avez jamais connu votre père? Je n'ai pas connu mon père, non. C'est un regret, ça a été une absence? Bien sûr. Comment vous l'expliquez? Vous savez, c'est difficile d'expliquer les choses. Ce sont des rapports entre ma mère et mon père qui ont été très difficiles. Mon père, à un moment donné, a disparu. Ce sont des rapports qui, moi, en tant qu'enfant, ne m'appartiennent pas. Pourtant, il connaissait bien sûr votre existence. Oui, il était même fier de vous. Oui, on était fiers de moi, attendez. Il ne pouvait pas être fier de moi lorsque j'avais 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours. Mais il s'est trouvé que on croyait disparu, mort. On l'a retrouvé, et c'était juste après la guerre, dans un journal, je vois qu'il y a la Révolution au Panama, et que mon père, un certain José Clemente de Obaldía, est nommé ministre de l'Intérieur. Alors je dis, mais comment on fait de père en fils? On met les mêmes prénoms. Je dis, c'est pas possible, mais si, on relate qu'il était en Chine, etc. Donc je lui ai écrit une lettre. Et il m'a répondu, comme si on ne s'était pas quitté de la veille. Et ma mère avait écrit aussi,
il est ressuscité en disant que je m'étais conduit héroïquement à la guerre de 40, croix de guerre, etc. Donc mon père m'a félicité. Son première lettre que j'ai reçue de mon père, existant depuis des années, était pour me dire qu'il était fier de moi. Voilà. À quoi vous rêviez enfant? À quoi je rêvais enfant? Il faudrait que je me replonge dans mon enfance. À quoi je rêvais enfant? Vous aviez envie de devenir quoi? Je ne peux pas dire exactement. Ce sont des questions difficiles. J'avais au fond de moi, j'avais un désir de communication. C'est surtout ça, d'un rapport aux autres. D'un rapport aux autres. Et ça a toujours été ainsi. Qu'est-ce que l'autre? Et j'avais très très jeune, quand je l'ai cherché, j'étais élevé dans une petite commune près d'Amiens par ma grand-mère Honorine, dont je parlerai, et j'étais très... Je saluais tout le monde, je disais, ah, il est bien poli le petit fieu de Mme Pevrel, disait, c'est l'accent picard. Et alors, l'autre m'intéressait. J'ai toujours été intéressé par l'autre, j'avais besoin de communiquer avec l'autre. Honorine, une femme très pieuse, qui vous a rendu mystique? Il m'a rendu musique. Non, mais j'ai été élevé effectivement dans la région catholique. Ma grand-mère, Honorine, donc, était très pieuse. On allait à la messe, on allait aussi au vêpres, je le crois. Et on avait même le soir, on se mettait un crucifix devant le divan, on se mettait à genoux pour la prière du soir. Et moi, j'attendais le moment où on disait c'est ma faute, c'est votre grande faute, mea culpa, c'est mea culpa. Et j'avais 7-8 ans, j'attendais ce moment pour me frapper la poitrine avec un fracas épouvantable. C'est ma faute. Alors ma pauvre grand-mère riait aux larmes, mais elle ne pouvait pas voir, alors elle tournait de l'autre côté. Et voilà, c'est des anecdotes, si je peux vous dire. Mais effectivement, j'étais élevé pieusement. Une famille avec une forte notoriété et notamment une cousine magnifique qui est Michel Morgan, dont vous étiez follement amoureux. Oh ben bien sûr, vous savez, j'ai rencontré pour la première fois, ça se trouvait à dire, parce que ma famille était liée à sa famille, les Roussel. Elle s'appelait Simone Roussel, Michel Morgan. Et donc, j'avais 12-13 ans, j'allais à Dieppe pour voir ses parents, etc. Et il y avait cette ravissante Simone Roussel qui sortait du casino de Dieppe, où elle dansait le ballet des libellules. Le ballet des libellules. Elle s'appelait Simone Roussel. Mais j'étais ébloui, bien sûr, par la beauté Elle est devenue, par conséquent, Michel Morgan, et notamment la partenaire de Jean Gabin. Et elle raconte son premier baiser avec lui. Il m'a tant taquiné qu'au moment de tourner cette scène de baiser, j'étais toute tremblante. Je ne savais pas comment faire ni où regarder. Alors, on a commencé à tourner. Et il m'a embrassée. Et il m'a embrassée pour de bon. Il m'a embrassée tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Sans ça, j'étais rouge pivoine jusqu'aux oreilles. Je ne savais plus où mettre mes yeux ni regarder. Elle a disparu, elle est décédée en décembre dernier. Vous avez eu un dernier échange avec elle? Il y a à peu près d'un an, parce qu'elle n'était vraiment pas bien, elle ne pouvait pas se voir, vraiment, elle était dans un état épouvantable. Et je pense que sa mort a été une délivrance. Oui. En 1940, vous avez été fait prisonnier par les nazis. Vous êtes resté pendant 4 ans et demi au Stalag, en Pologne. Vous avez encore du mal à en parler? Je n'ai pas de mal à en parler. Ce n'est pas une nécessité. Je n'aime pas ce qu'on a vécu soi-même et c'est tellement intraduisible souvent. Donc je ne vais pas ennuyer mes enfants, ma famille. Enfin, Mais c'est important de témoigner. Ah, bien sûr, très important. Et ça, je témoigne, bien sûr. Mais vous savez, ce qui m'a frappé le plus, c'est que, bon, on avait des informations au camp, bien sûr. Mais je suis sorti un peu vers les camarades comme grand malade au Val-de-Grâce. 53 kilos. Oui, vous savez tout. Bon, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on savait tout, on savait beaucoup de choses, mais les camps d'extermination d'Auschwitz, de Buchenwald, etc., ils étaient totalement inconnus. Et quand on m'a dit que cette chose abominable, impensable, je n'y croyais pas. Et je n'ai pas été le seul, J'étais obligé de m'y croire, puis je suis allé à Lutetia aussi, je l'ai vu, les morts vivants, etc. Mais c'est une des choses les plus abominables de notre temps. Et ça j'y crois. Est-ce que, René de Obadiah, ça a changé votre regard sur l'humanité? L'humanité, comment vous dirais-je? Ce sont des questions. L'humanité, bien sûr. Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que l'homme? En fin de compte, qu'est-ce que l'homme?
l'homme, c'est le meilleur et le pire. Alors, je vais simplifier, puisqu'on parle des nazis. L'homme, c'est Adolf Hitler et c'est Saint François d'Assise. Les deux extrêmes. Voilà, c'est les deux. Quelles sont les scènes qui vous hantent encore aujourd'hui? Il y a plusieurs scènes. Alors, on peut passer jusqu'à la nuit à vous raconter certaines scènes qui sont arrivées. Surtout, j'étais chef de commando parce que je baragouinais l'allemand. Donc, je m'étais intéressé à Hölderlin, à Novalis, à Kleist, etc. Évidemment, devant les nazis, ça ne résistait pas beaucoup. Donc, j'ai eu affaire à différents épisodes, parfois dramatiques, parfois surréalistes, parfois comiques. Mais ça nous demanderait toute une soirée. Est-ce que votre humour a été une force, vous a aidé? Certainement. Certainement. Une façon de regarder quand même le tragique d'une certaine manière. La suite, elle nous est racontée ce matin par Magali Defer. Je dirais que je suis avant tout poète. Poète, certes, mais aussi romancier et dramaturge, René de Obadiah, vous l'auteur à la plume fantasque et corrosive, avez traversé tout un siècle. Retour sur votre œuvre en 6 dates clés. 1959, vous présentez votre deuxième roman, Le Centenaire, un livre comme une prémonition. Vous n'avez pas encore 40 ans et racontez les mémoires d'un vieillard. Il suffit de faire une sorte de spéléologie en nous-mêmes pour découvrir le vieillard que nous nourrissons chaque jour. Un an plus tard, on vous découvre homme de théâtre. Effectivement, je suis devenu homme de théâtre, comme vous dites, mais sans le faire exprès. C'est grâce à un heureux hasard et une rencontre avec Jean Vilar que vous montez Génousie, votre première pièce où l'on y parle un étrange langage. Croesus. De votre imagination débordante naissent des textes drôles, empreints de poésie et de fantaisie. On se demande où vous allez chercher tout ça. J'ai en moi le goût peut-être de l'insolite. Insolite comme cette pièce de 65 au titre curieux. Du vent dans les branches de Sassafras. Avec cette parodie délirante du western, vous vous faites un nom dans le monde entier. De Michel Simon. L'araignée ne mange pas ses pattes. À Jean Marais. Amène-moi ta petite sœur, je te dirai qui tu es. Ou François Berléand. L'araignée mange pas ses pattes. Les plus grands interprètent vos pièces. En 69, vous publiez Les Innocentines, des poèmes pour enfants et quelques adultes. Récités à la télé par Dorothée. Mon grand-père a une barbe pleine de pinsons. Ils sont aujourd'hui enseignés à l'école. Dans Innocentine, j'ai tenté de rendre ce pouvoir d'émerveillement, d'enchantement. Enchanté, vous l'êtes lorsqu'en 93, vous décrochez un Molière pour Monsieur Klebs et Rosalie et êtes honoré d'un second pour l'ensemble de votre carrière. Que je sois ému, cela va sans dire. Cela va aussi sans dire que vous occupez un fauteuil sous la coupole. En 99, vous voilà le doyen des académiciens. Avec vous, on serait presque tenté de croire à l'immortalité. Académicien, de quoi vous êtes le plus fier? Le plus fier? Je ne peux pas vous dire, bien sûr, je suis fier d'être académicien, bien sûr, mais la fierté n'est pas mon fort. Je veux dire, l'existence en soi est tellement invraisemblable et tellement incongrue qu'elle force à l'humilité, je dirais. Elle force à l'humilité. Mais si vous parlez de l'Académie, je suis très heureux d'y être, bien sûr, parce que c'est pour moi devenu une famille, d'ailleurs. Nous avons une femme remarquable qui est Hélène Carré-Dancos, qui est la secrétaire perpétuelle. C'est la première femme qui a ce poste. Et puis je rencontre des hommes et des femmes exceptionnels qui sont devenus des amis. Est-ce que vous auriez pu être comédien? J'aurais peut-être pu, parce que j'ai peut-être quelques dons, mais j'ai été auteur. Alors, vous l'avez été très peu de temps, avec une réplique mémorable, comédien fugace. Vous avez donné la réplique à Louis Jouvet. Il y a du monde? Le brigadier Philippon, un rapport au suicide de l'autocar. Voilà, c'est très court. C'était extraordinaire, mais c'était une histoire extraordinaire. 51. C'était en revenant de guerre, j'avais un ami, un jeune metteur en scène de plein de talent, qui me faisait faire de la figuration, ce qui me permettait de lire, de rattraper les choses, je n'avais rien à faire. On disait la figuration, maintenant on dit... on est plus susceptible de nos jours. On dit artiste de complément. Enfin voilà. Moi c'était merveilleux. Puis à un moment donné, son assistant me tape sur l'épaule. Il dit il y a un acteur qui doit donner une réplique à Jouvet qui vient d'être pas bien, quelques mots. Si vous pouviez. Alors on m'a habillé en flic, ça se passait dans un commissariat de police. On m'a habillé en flic, etc. Et c'est ainsi, je vais retrouver que je dis quelques mots. Mais le plus curieux, ce n'est pas cela. C'est que on a fait une photo de moi justement à la table avec Jouvet. Et c'est une des dernières photos de Jouvet, car Jouvet est mort 3 semaines après, quand il jouait, je ne sais plus quelle pièce de Graham Greene. Autre rencontre qui a été déterminante pour vous, c'est celle de Jean Vilar, bien sûr. Oui, ben Jean Vilar,
Je l'avais rencontré, mais toute la vie est faite de hasard, de destin. Jean Village, je rencontre à un cocktail. J'avais écrit un livre qui s'appelle Tamerlan des cœurs à l'époque et qui avait eu beaucoup de retentissement. Il l'avait lu et on s'est rencontrés par hasard à ce cocktail. Et de sa belle voix grave, il a dit: Obaldien, vous devriez écrire pour le théâtre. Et alors j'avais écrit une pièce presque pour moi. Je ne savais plus ce qu'elle était devenue. Bon, je l'ai retrouvée, je l'ai envoyée, et il y a eu une lecture. Il y avait une lecture publique au TNP. Et là, j'ai eu la chance, évidemment, d'avoir des grands interprètes. Il y avait Wilson qui faisait le domestique, Maria Cazares qui faisait la Génusienne. J'étais gâté, là. Ça a intéressé vraiment Villard. Et donc, il l'a pris à son répertoire. Il l'a donné au théâtre d'essai à ce moment-là. Et donc, j'ai été joué. Et j'étais sacré auteur dramatique sans le faire exprès. Comment vous choisissez les titres de vos pièces? Parce que c'est vrai, quand on voit Le banquet des Méduses, Endive et Miséricorde, Les larmes de l'aveugle, Monsieur Klebs et Rosalie, ça vient comment, ça? Ça vient par la grâce du Saint-Esprit. Vous y croyez au Saint-Esprit? Oui, absolument. Mais vous aimez les titres chocs, on dirait choc aujourd'hui. Bien sûr. Vos pièces, elles sont jouées dans le monde entier. Mais oui. Comment vous l'expliquez, ça? Vous allez me dire que ce n'est pas à vous de l'expliquer. Non, je ne sais pas mal l'expliquer. J'ai cette chance, effectivement, d'être joué, surtout le Sassafras, et des petites pièces en un acte aussi, comme Le Défunt, par exemple. J'ai continué à jouer un peu partout. Et pourquoi elle résiste au temps? Bien, demander ça au temps.